Et Cap-Breton, donc, dans les Landes, au bon air de l'océan Atlantique, pour lancer cette campagne 2023 avec ce tournoi des 6 nations qui approche. Match contre l'Italie à Rome dans une dizaine de jours maintenant. Comment se passe ce stage, ces premiers jours tous ensemble avec cette liste, avec des nouveaux joueurs? Racontez-nous un petit peu ces premiers jours à Cap-Breton. Tout d'abord, nous voulions du changement. C'est bien, je pense, d'apporter une petite touche d'originalité dans notre mode de fonctionnement. Il faut savoir que depuis maintenant 3 années, nous étions très très bien accueillis dans le sud-est, 2 fois à Nice, 1 fois à Cassis. Et cette fois-ci, en fait, on se retrouve dans le sud-ouest, et de terre de rugby, forcément. Et évidemment, c'est toute une région qui s'est mise en action pour nous permettre d'accueillir ce 15 de France dans les meilleures conditions. Donc voilà, le rassemblement vient de s'effectuer. Nous nous sommes retrouvés dimanche soir avec l'ensemble du staff et les joueurs, et nous prenons petit à petit nos marques pour lancer cette campagne internationale. Oui, Cap-Breton, donc ce sera vraiment la direction, the place to be si vous voulez voir le 15 de France, enfin en tout cas savoir au moins qu'il est là, parce qu'il y a beaucoup d'entraînement évidemment et beaucoup de vie de groupe, mais Cap-Breton, Axel May, ce sera l'endroit aussi où les Français vont beaucoup rester, même entre les matchs du tournoi Destination. Disons qu'ils vont rester là effectivement jusqu'à leur départ pour Rome, et ensuite ils ne reviendront pas dans leur centre national à Marcoussis dans l'Essonne, puisqu'ils resteront en Italie pour partir directement à Dublin, et ensuite ça sera, je crois, et Raphaël me corrigera si je me trompe, une préparation plus classique. Mais ce qui était intéressant, Raphaël, c'est que vous disiez on a envie de surprendre, de changer. C'est l'année dernière, il y avait eu aussi un stage chez les légionnaires, je me souviens, à la Légion étrangère. Là, c'est la volonté de se couper un petit peu de la bulle médiatique en étant dans les Landes pour préparer ce tournoi de destination, plutôt que d'être chez vous à Marcoussis. Ce qui compte surtout, c'est apporter une certaine fraîcheur mentale chez les joueurs qui sont engagés évidemment depuis maintenant de nombreux mois à travers les compétitions de clubs, puis qui retrouvent le 15 de France. Donc c'est à nous, au niveau d'encadrement technique, de créer un engouement, une certaine dynamique. Alors c'est vrai, l'an dernier, expérience assez inédite, assez unique avec la Légion étrangère. Cette année, on retrouve de manière un peu plus classique une terre de rugby, puis notre camp de base à Marcoussis. Mais franchement, quelle que soit la destination, c'est assez impressionnant de constater l'engouement en fait que suscite notre équipe nationale. En fait, pour tout vous dire, la municipalité a ouvert, puisque ça fait partie aussi de nos engagements, puisqu'il s'agit aussi pour nous de rassembler autour du 15 de France avec le rugby amateur et les fans de rugby, a ouvert une billetterie gratuite, simplement pour un nombre limité de places, et les 2000 places pour l'entraînement de demain après-midi se sont arrachées en une trentaine de secondes. Donc voilà, l'engouement autour de l'équipe ne faiblit pas, au contraire. Raphaël Ibanez, le manager général du 15 de France, est avec nous ce soir, invité exceptionnel d'Europe 1 Sport. Une question de Manon Fossat. Oui, Raphaël, pour revenir un petit peu sur la liste en détail, demain vous allez libérer 14 joueurs qui pourront rejoindre leur club. Sur cette liste des 42 qui sont dans le groupe actuellement, on voit qu'il y a pas mal de joueurs, notamment au niveau des 3/4, qui n'ont jamais connu de sélection. Est-ce que c'est une volonté de votre part de peut-être continuer à élargir ce réservoir, à tester ces jeunes-là et profiter du tournoi justement pour le faire encore avant cette Coupe du Monde dans 8-9 mois? Oui, alors d'abord, il faut savoir que cette liste de 42 joueurs que nous avons constituée, elle est réactualisée depuis maintenant de nombreuses semaines avec l'encadrement technique, en fonction des blessures, en fonction des joueurs qui deviennent donc indisponibles pour la sélection. Et c'est vrai que je me dois d'avoir une pensée pour eux, les joueurs blessés qui malheureusement ne pourront pas retrouver l'émotion d'un match international, et ils savent en tout cas que nous pouvons compter sur eux et que nous comptons sur eux. Et puis ensuite, il y a les joueurs qui ne figurent pas sur cette liste, les joueurs non sélectionnés. Et pour eux aussi, le message il est clair, c'est que tout est possible. Tout est possible parce qu'on ne veut pas qu'ils perdent leur rêve de vue, c'est-à-dire retrouver un jour le 15 de France. Et lorsqu'on définit une liste de 42 joueurs, il faut surtout penser à l'ensemble du groupe France, c'est-à-dire des joueurs aussi qui ne sont non sélectionnés, que Fabien appelle un par un. C'est pas forcément le plus simple, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, c'est une façon pour nous de mettre aussi en valeur la sélection, c'est-à-dire les joueurs qui sont maintenant présents avec nous. Alors, évidemment, il y a quelques nouvelles têtes. Il y a des joueurs qui découvrent même carrément
le groupe France, je pense à Louis Biel-Biarré, le jeune ailier arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, et qui a fait ses premiers pas ou ses premières courses avec nous sur le terrain aujourd'hui. Ce sont des moments forts pour ces jeunes joueurs. On connaît notre groupe, on connaît notre potentiel. L'an dernier, cette équipe, la saison dernière, a gagné le tournoi des destinations. Ça fait partie, encore une fois, de notre mode de fonctionnement, de donner de l'ambition à chacun et de constituer l'équipe la plus compétitive possible. Voilà, les coulisses, les principes de la vie du 15 de France. Raphaël Ibanez sur Europe 1. Une question tout de suite pour vous de Mathieu Blin. Quelle classe de pouvoir poser une question à Raphaël Ibanez. C'est la grosse classe, manager général de l'équipe de France, mais surtout le talonneur le plus capé de l'histoire du rugby français. Une légende. Qui connaît le club bleu au-delà même de l'équipe de France. C'est vraiment une représentation du club bleu et c'est une sommité dans le rugby évidemment international. Voilà, Raphaël, je t'ai ciré les pompes. C'est la dernière fois. L'avant-propos est extrêmement flatteur, ce qui suscite une petite inquiétude dans la question à venir. Tu vas voir, il est flatteur, mais il est totalement vrai et vérifiable. Vous pouvez aller regarder les infos. Raphaël, Manon parlait des différents joueurs qui allaient rentrer en club, mais ça parlait donc de ce groupe de 42. Est-ce que si je te dis que le fait d'avoir 42 joueurs, c'est-à-dire une équipe de France qui n'a jamais travaillé avec autant de joueurs disponibles, si je te dis que les relations politiques entre la FFR et la LNR se sont beaucoup améliorées, la Ligue nationale de rugby, qui vous permet de pouvoir discuter avec les clubs et notamment dans le suivi énergétique, PP physique, mental, physique des joueurs. Si je te dis que les GIF, les jeunes issus de la formation française imposée depuis une dizaine d'années, a permis à beaucoup de jeunes éclore, est-ce que si je te dis tout ça, tu partages que c'est ce qui explique en partie, pour ne pas dire beaucoup, le fait que l'équipe de France a un réservoir non pas sur quelques postes, mais sur quasiment tous les postes, à 3, 4, voire 5 joueurs que vous regardez depuis maintenant 3 ans. Eh bien, je te le dis, tu as parfaitement raison. Évidemment, c'est en fait cette volonté d'abord de créer un lien, une dynamique qui paraissait assez impossible il y a quelque temps entre les forces vives du rugby français, à savoir la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby, à travers le top 14 et le rugby international. Il y avait comme une sorte de décalage trop important qui handicapait en fait le potentiel, la révélation des potentiels du rugby français, et notamment à travers la sélection des joueurs. Eh bien oui, on travaille super bien avec les managers. Il y a une forme de collaboration qui nous aide énormément. Et c'est vrai qu'on est en permanence dans cette recherche d'équilibre. À nous de trouver de placer le curseur au bon endroit par rapport au temps de jeu des joueurs qui sont extrêmement sollicités en raison d'un calendrier très, très chargé. Voilà, la grosse variable en fait qui s'impose à nous, c'est le calendrier. Mais nous vivons dans le même environnement, club, sélection. Et je peux vous donner une anecdote. Par exemple, la non-sélection que l'on espère temporaire de Gabin-Villers, en fait, elle est directement issue de cette collaboration avec les managers de club. Gabin, évidemment, a toujours envie de jouer. Il est tellement compétiteur et il va être très rapidement compétitif. Mais en fait, on a bien pris le temps, nous avons pris le temps d'échanger avec ces managers de club pour faire en sorte qu'ils puissent bien monter en puissance. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous espérons en fait créer une bonne dynamique avec les managers de club. Donc oui, effectivement, ces éléments-là aident énormément le 15 de France à être meilleur. Ouais. Et Dieu sait s'il est bon depuis des mois et qu'il nous enchante, ce 15 de France, et on espère bien sûr que ça va continuer pendant longtemps. 21h12 sur Europe 1, Raphaël Ibanez est l'invité exceptionnel d'Europe 1 Sport. Une question d'Axel May. Oui, juste une précision, effectivement, Gabin-Villers, ailier de Toulon qui s'était blessé et qui est donc laissé au repos pour revenir, quand on entend les propos de Raphaël, tranquillement dans cette équipe de France. Le premier match, ça sera un déplacement de ce tournoi Destination à Rome, ensuite Dublin, puis l'Écosse. D'ailleurs, ce sera juste après votre anniversaire, un anniversaire un peu particulier puisque vous allez changer, je crois, de dizaine, Raphaël. 50 piges. Vous allez voir. Je le dis, moi, 50 piges. C'est l'âge de la maturité pour un manager. Ouais, ça ne me fait pas peur. Quand on regarde ce tournoi à destination, l'année dernière, l'année d'avant, l'année précédente, c'était il faut gagner le tournoi. Ça fait longtemps, 10 ans que c'est plus arrivé à la France. Là, vous avez gagné le tournoi. Vous êtes. Et comment ? Et de belle manière, évidemment. Vous êtes tenant du titre avec ce grand chelem. Ça, dans les réflexions
vision déjà que vous avez avec les joueurs? C'est quoi? C'est de se dire, on veut garder notre titre, ou malgré tout, il y a déjà dans un coin de la tête cette Coupe du Monde qui va arriver très vite, dès le mois de septembre? Bon, je vous vois venir, ce fameux statut de favori qu'on voudrait bien nous prêter au moment de démarrer la compétition. En fait, c'est pas vraiment à nous de le dire. Nous, on se prépare. On peut pas, évidemment, nous reprocher d'avoir de l'ambition, parce que la concurrence, elle est rude, et chaque année, ça se vérifie. Ça se joue à très peu de choses. Le tournoi à destination, c'est une compétition historique, mais qui donne en fait un niveau de performance exceptionnel d'année en année. Et donc, la première échéance, c'est ce match face aux Italiens à Rome. Donc, disons que, pour résumer, nous faisons une préparation à la hauteur de nos ambitions. Voilà. Et non pas de notre statut supposé. Bon, ça au moins c'est clair. Je voudrais quand même vous confronter. Alors en préparant cette émission, là, Raphaël Ibanez, j'ai regardé quelques vidéos, lu quelques papiers, et je suis tombé sur une petite chronique. Alors le problème de ces réponses oui/non, c'est qu'on est obligé de prendre position. Et d'ailleurs, vous avez pris courageusement position sur la question. La question qui vous était posée, c'est quelle priorité en 2023, le tournoi à destination ou la Coupe du Monde? Et vous avez répondu Coupe du Monde. Vous vous en souvenez? Non, pas du tout. Ben voilà, pourtant, c'était, on va dire, c'était à l'automne. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les lecteurs de Sud-Ouest. Non, c'est pas de la mauvaise foi. C'est juste qu'effectivement, là, vous imaginez, on est tellement projeté avec nos 42 joueurs pour bien démarrer le tournoi. Et puis, en fait, c'est très simple aussi. Il faut se mettre à la place des joueurs, et j'ai eu le bonheur de vivre ça en tant que joueur, en tant que capitaine. Je n'aurais pas compris qu'un entraîneur me dise au départ d'une compétition: cette compétition, elle va nous servir de test, de préparation en vue d'une autre compétition qui se déroulera dans quelques mois. J'ai toujours réfuté cette idée-là. Ça me paraît inconcevable. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui sont de vrais compétiteurs, et eux, ils jouent les matchs pour les gagner, quoi. Donc c'est comme ça qu'on doit, à mon avis, préparer ce tournoi à destination. Alors, Mathieu Blin. Raphaël, sur le terrain, vous travaillez avec beaucoup de périodisation tactique, c'est-à-dire quels outils vous allez utiliser à tel endroit du terrain en fonction du déroulé du match. Vous travaillez aussi avec beaucoup de prédictions, d'essayer de préparer le plus de scénarios possible, sans dévoiler évidemment ce que vous auriez préparé avec Fabien et puis l'ensemble du staff. Et évidemment, en suivant ce que tu viens de dire, on ne peut pas aborder une compétition comme le tournoi, même à quelques mois de la Coupe du Monde, quand on est en équipe de France, sans vouloir la gagner. Mais en termes de scénario, est-ce que vous avez réfléchi à des scénarios de une défaite, deux défaites? Qu'est-ce qu'il se passerait? Qu'est-ce que vous organiseriez si jamais ça arrivait? Ou au contraire, si vous gagnez tout et que vous cassez la tronche à tout le monde avec un deuxième grand chelem d'affilée, est-ce que ces scénarios sont déjà préparés? Alors, envisager entre nous au niveau du staff, certainement, mais en fait c'est une perspective qu'on ne veut pas encore imaginer. On ne se projette pas là-dedans, parce que je pense qu'il y a assez d'expertise et d'expérience au sein de notre staff pour trouver les clés si cela devait arriver. Voilà, commençons la compétition. L'Italie, ça restera, je crois, un gros morceau. Ils ont prouvé au mois de novembre qu'ils avaient énormément de ressources et qu'ils étaient en pleine progression. Après, je crois que je comprends la question, c'est-à-dire, est-ce que avant d'attaquer notre préparation de la Coupe du Monde, il ne serait pas salutaire peut-être de connaître un revers pour voir comment l'équipe pourrait rebondir éventuellement? En fait, nous, ce que l'on veut, c'est continuer à gagner des matchs. Donc dans notre parcours, que l'on continue cette série de victoires. Je crois qu'on est à 13 victoires à l'heure actuelle, qui est un record dans l'histoire du rugby français. Rien que ça, en fait, ça nourrit déjà une motivation profonde au sein de notre équipe. Oui, parce que c'est une équipe vraiment qui veut plus, on le sent. On le disait, elle nous enchante. Elle amène les foules aussi à venir partout où elle passe. Et on a ce rendez-vous, parce que, excusez-nous, Raphaël, c'est vrai que le tournoi, c'est important, et on va le suivre avec Axel May, notamment sur Europe 1, avec beaucoup de plaisir et de passion. Mais il y a aussi cet énorme rendez-vous qui nous attend cet automne, qui va mettre la France en fusion, on l'espère, autour de son 15 de France. Et puis Raphaël et Fabien Galtier savent qu'il n'y a pas de limite. Fabien Galtier, c'est ce qu'il répétait énormément quand il était entraîneur du Stade français. Donc tu l'as dit, Raphaël, record à 13, mais le record, c'est les Blacks et l'Angleterre qui le détiennent à 18, et ça demande encore pas mal de victoires. Donc ça annonce beaucoup de challenges encore. Ouais, je suis ton regard. Suivez notre regard. Effectivement. Mais notre motivation, c'est effectivement de gagner des matchs. Et là, on est vraiment dans une phase de préparation qui est super excitante. Super excitante parce que c'est vrai que aussi, ce qui me paraît essentiel comme message que l'on fait passer auprès des joueurs,
c'est que évidemment qu'ils vivent de belles émotions en club avec une compétition très très rude, avec le top 14, une compétition aussi relevée avec la Coupe d'Europe. Mais le 15 de France, ça reste une mission exceptionnelle. Une mission exceptionnelle qui en fait peut-être dépasse parfois même ce que les joueurs pourraient espérer dans une carrière sportive. Donc il faut qu'ils en profitent à fond. Raphaël Ibanez, le manager général du 15 de France, est notre invité exceptionnel ce soir dans Europe 1 Sport. Manon Fossat. Raphaël, tu parlais tout à l'heure de l'Italie qui va être un gros morceau, mais il y a aussi, et peut-être surtout, ce déplacement en Irlande, à l'Aviva Stadium, face à la meilleure nation du monde. Est-ce que ça va être vraiment le test pour les Bleus, et sur quoi est-ce qu'il va falloir répondre présent face à une équipe comme l'Irlande ? Alors, nous sommes en concurrence directe avec eux, déjà du point de vue du classement mondial. Alors, le classement mondial, on peut lui faire dire ce que l'on veut, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un indicateur de performance. En 2020, avant le premier match de notre, je n'aime pas dire ça, parce que c'est pas vraiment un mandat, mais de notre mission, de notre aventure, de notre projet en tout cas, avant d'affronter les Anglais, l'équipe de France était 7e au classement mondial. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à nous hisser à la seconde place. Alors, on a été premier, mais de manière très éphémère. Lorsque nous sommes rentrés de notre tournée du Japon, eh bien, nous étions premiers, et puis en atterrissant en France, les Irlandais avaient battu les Néo-Zélandais, et donc nous étions redevenus seconds. Voilà, donc il y a une forme de concurrence déjà immédiate avec l'Irlande, et puis ce qui mérite aujourd'hui son statut de numéro 1 et que l'on ira défier. Je pense que les Irlandais seront prêts, mais nous aussi. Comment vous le voyez ce match, Mathieu Blin ? En Irlande, c'est une espèce de préfiguration un peu déjà de ce qui nous attend cet automne ? Oui, c'est une préfiguration, mais rappelez-vous qu'au mois de novembre, moi j'avais dit que contre l'Australie, c'était déjà un très gros morceau et le match s'est gagné dans les dernières secondes alors qu'on ne parlait que de l'Afrique du Sud. Raphaël vient de parler du classement mondial de l'Irlande et effectivement l'Irlande vole aussi autour et au-dessus du rugby mondial. Donc ce sera évidemment un test à l'extérieur avec un tournoi avec plus de déplacements, mais cette entrée en matière va donner certainement le là, ou en tout cas montrer des indicateurs et de forme et de réflexes collectifs en Italie, puisque ça va être extrêmement compliqué. Si l'équipe de France, et c'est ce qu'elle montre depuis maintenant un long moment, fait les choses dans le bon ordre, elle doit pouvoir gagner, et même bien gagner, mais quand même contre des cousins ou des joueurs avec qui on a l'habitude de jouer en club, puisque beaucoup d'Italiens jouent en club. C'est toujours, il y a une proximité un peu comme contre les Argentins, c'est toujours un peu plus compliqué avec un aspect psychologique important. Donc l'Irlande sera évidemment un étage supérieur. D'ailleurs, Raphaël, tu seras à 6 jours de tes 50 ans, donc tu es trop vieux. Si vous avez besoin d'un talonneur, moi j'y serai avec le 15 parlementaire, donc l'équipe de l'Assemblée nationale. Donc si tu as des pépins, non pas au talon, mais pour couper les oranges, je suis là. Ok, ben on se retrouvera alors avec plaisir. Raphaël Ibanez avec nous, encore quelques minutes sur Europe 1. Merci d'être avec nous, Raphaël Ibanez, le manager général du 15 de France. Axel May. Oui, ça fait quasiment 20 minutes qu'on est avec Raphaël. On ne lui a pas posé une seule question, me semble-t-il, encore sur Antoine Dupont, qui est la superstar du 15 de France. C'est parce qu'on aime bien sur Europe 1 entrer dans le cœur des choses. On approfondit, on a le temps de parler sur Europe 1. On n'a pas juste les sujets d'actu. Alors ils vont venir, Raphaël, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on a passé 20 minutes parce qu'on est passionné en fait par la construction de ce groupe, de cette équipe et de tout ce qui nous attend ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et c'est vrai qu'on avait envie aussi d'en savoir plus parce que tout se décide, j'allais dire, maintenant, Axel. Oui, et je voulais dire Antoine Dupont, évidemment superstar des Bleus, même superstar dans le monde du rugby. Meilleur joueur du monde, on peut le dire. Meilleur joueur du monde l'année dernière, effectivement. Et on a le sentiment, et vous allez me dire si je me trompe, Raphaël, que vu de l'extérieur, pour le public, etc., certes, c'est un sport d'équipe, le rugby, par définition, par essence, mais que Antoine Dupont emmène tous ses collègues, tous ses camarades, tous ses coéquipiers de l'avant, et que, un peu comme en football, quand il faut qu'il y ait une superstar souvent pour qu'une équipe de France ou une équipe quelconque, vous n'êtes pas très loin de dire Mbappé. Oui, par exemple, aille très loin dans une compétition. Voilà, on a l'impression que Antoine Dupont, c'est un peu le curseur de cette équipe de France. Oui, et puis il continue à emmener ses coéquipiers. Hier, il était sollicité sur un temps médiatique à Londres avec tous les capitaines qui vont se présenter pour ce tournoi de destination en compagnie de Fabien. Et c'est vrai qu'Antoine, aujourd'hui, représente une forme de continuité au niveau du capitanat. Il a pour lui aussi cet héritage de la saison dernière, puisqu'il s'est présenté sur la dernière rencontre à l'issue du match face à l'Angleterre, en vainqueur du Grand Chelem 2022. Donc
Donc avec son style, avec sa personnalité, c'est un des leaders de notre groupe, à n'en pas douter. D'ailleurs, cette notion de leadership, en fait, pour moi, elle dépasse vraiment le cadre du capitanat. C'est un sujet sur lequel on a longuement débattu avec le staff, puisque à l'issue de nombreuses conversations sur la notion de leadership, quels étaient les critères que nous imaginions pour être un leader au sein de notre équipe, eh bien, 6 joueurs se sont révélés, ont été reconnus, identifiés tels quels. Et ce sont des grands, pour nous, de grands champions que l'on espère maîtriser le rugby au moment de la Coupe du Monde. Et je veux parler de Charles, bien sûr, Charles Olivon, qui a déjà été capitaine dans cette équipe, qu'il a été lors de notre dernier match international face au Japon, d'Anthony Gelon, qui a été aussi capitaine, de Greg Aldrit, de Julien Marchand, d'Antoine, donc, et de Gaël Ficou. Voilà. Il y a un seul 3/4, vous remarquerez, 2 avec Antoine. Ça fait très peu, mais ça veut peut-être prouver que les avants, parfois, aiment bien aussi emmener leurs coéquipiers au combat. Et vous en savez quelque chose, Manon Fossat? Antoine Dupont, en leader qu'il est, on le disait, a justement déclaré cette semaine qu'il jugeait qu'il y avait trop de matchs, que le calendrier était trop chargé. Si on compare d'ailleurs à son homologue irlandais, Gibson Park, il a peut-être joué 7 matchs de plus sur la saison. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette question-là? Qu'est-ce que ça pourrait être les solutions aujourd'hui? Parce que, alors, malgré les turnovers opérés, alors lui, pour le Stade Toulousain en l'occurrence, mais pour les autres joueurs dans les clubs de top 14, comment on pourrait faire aujourd'hui pour que les internationaux ils aient peut-être moins de matchs, sachant que la Champions Cup se rajoute aussi pour certaines équipes, notamment La Rochelle, Toulouse et Montpellier? Absolument. C'est très simple. Je fais le même constat qu'Antoine. Je le rejoins sur ce point. C'est que ce calendrier propose beaucoup de matchs pour les joueurs internationaux. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas la main, en fait, sur le calendrier. Alors, il y a des efforts qui sont effectués au sein des clubs pour parfois ménager les joueurs internationaux, leur permettre de respirer au cœur même des compétitions. Mais on ne va pas aujourd'hui reprocher aux clubs aussi de vouloir jouer avec leurs meilleurs éléments lors des grands matchs. Il y a aussi des efforts qui sont faits au niveau de l'équipe nationale. Je pense notamment aux tournées d'été précédentes que nous avons disputées, où nous sommes partis à l'étranger, en Australie, au Japon, avec une équipe privée de nos joueurs, ce qu'on peut catégoriser comme des joueurs premium. Ça nous a pas trop mal réussi d'ailleurs, ça nous a permis, je pense, de développer notre équipe de France en vue des échéances que nous allons vivre dans les prochains mois. Mais je trouve qu'effectivement, le calendrier est très conséquent, très compact. Ce sera une année en tout cas qui sera très dense pour les internationaux.